À 6h44, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. Un avion russe abattu à la frontière turco-syrienne. Voilà de quoi compliquer encore la situation dans la région et on n'avait vraiment pas besoin de ça. Bonjour Bruno Tertré. Bonjour. Vous êtes maître de recherche à la Fondation pour la recherche stratégique, un think tank indépendant qui réalise des études pour les ministères, les institutions européennes, les organisations internationales ou encore des entreprises. En quoi ce qu'il s'est passé hier est particulièrement grave ? C'est grave parce que c'est la première fois qu'un avion russe est abattu au-dessus du territoire de l'OTAN, de l'Alliance Atlantique. C'est la première fois depuis 1953. La Turquie est l'un de nos alliés et elle a demandé une réunion d'urgence du Conseil de l'OTAN, dont la France fait partie bien sûr, hier. Donc c'est un incident exceptionnellement grave. Question de Fran avec le hashtag un matin. Est-ce que la Turquie sabote sciemment la coalition contre Daesh ? C'est une très bonne question. La Turquie est effectivement un drôle d'allié. Parce que d'abord la Turquie pendant très longtemps n'a pas voulu se concentrer contre Daesh et ensuite tout simplement parce qu'elle déteste tellement Bachar qu'elle n'a pas voulu freiner la progression de Daesh. Et la deuxième raison, c'est qu'elle continue de jouer un jeu trouble. Elle préfère se battre contre les Kurdes que contre Daesh et Bachar. Et les Kurdes étant eux-mêmes victimes de Daesh, finalement ça dérangeait pas trop les Turcs, c'est ça l'idée ? Oui, tout à fait. Mais alors le problème, c'est que la Turquie, pendant ce temps-là, continue aussi à faire passer du pétrole vendu par Daesh, c'est une des grandes sources de revenus de Daesh, sur son territoire. Je dis pas que c'est la Turquie qui blanchit le pétrole de Daesh qui arrive chez nous ? Mais disons que la Turquie n'a pas vraiment fermé sa frontière et qu'elle laisse des intermédiaires turcs vendre le pétrole de Daesh. D'ailleurs, Poutine, qui a tout compris et qui est judoka, qui profite des faiblesses de l'adversaire, il a réagi hier en disant il est urgent de fermer la frontière avec la Turquie. Oui, il a parlé de coups de poignard dans le dos qui nous a été porté par les complices des terroristes. Il parle des Turcs. On a aussi un petit peu l'impression qu'il n'attendait que ça, non, Vladimir Poutine ? Oui, alors soyons clairs, l'incident d'hier aurait pu arriver à peu près à n'importe quel moment depuis 2 ans. Pourquoi ? Parce que l'armée russe a un comportement très provocateur. Elle se moque des frontières. Elle veut montrer sa force et cela fait maintenant 2 ans qu'il y a de multiples incidents aériens et maritimes. La Russie prend des risques, en tout cas, et effectivement court le risque d'un incident. C'est-à-dire que cet avion, il n'avait rien à faire là à ce moment-là, c'est ça ? Je crois que je ne sais pas s'il y avait erreur ou pas, mais en tout cas, la Russie préfère passer juste au-dessus de la frontière ou un petit peu au-dessus si ça l'arrange pour ses propres opérations. Le Pentagone affirme que les militaires turcs avaient mis en garde le bombardier russe à 10 reprises en quelques minutes avant de l'abattre. Alors ça, non, alors en principe c'est plutôt la Turquie. Ils mettent de l'huile sur le feu ou... Non, alors je ne peux pas vérifier cette information. En principe c'est plutôt la Turquie qui a prévenu 10 fois, dit-elle, et en même temps si le survol n'a duré que 3 minutes, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut prévenir 10 fois. Mais en tout cas, là où c'est intéressant, c'est que finalement, ça révèle toutes les ambiguïtés de cette coalition politique, parce que on a vraiment les deux extrémités, la Turquie et la Russie, qui soi-disant sont dans la même coalition politique, et qui frappent finalement assez peu contre Daesh, mais pour des raisons diamétralement opposées. Je sais que c'est compliqué le Moyen-Orient, mais là c'est quand même extraordinaire, parce que la Turquie déteste tellement Bachar el-Assad qu'elle a longtemps été, et peut-être encore aujourd'hui, assez sympathique avec Daesh, en tout cas a peu tapé contre Daesh, et la Russie soutient tellement Bachar el-Assad qu'elle joue le jeu de Bachar en laissant progresser Daesh. Donc vous voyez, on a vraiment une drôle de coalition, et surtout on a 2 machos, Poutine et Erdogan, qui veulent montrer leurs muscles, et ça c'est jamais quelque chose de très bon pour la stabilité. On n'arrive jamais à travailler bien ensemble en partant de postulats comme cela. On a un tweet de Hubert. Est-ce qu'il y a des risques de guerre entre la Turquie et la Russie ? Je ne crois pas. Effectivement, vous avez eu raison de le souligner. Poutine a réagi de manière extrêmement vive, et en même temps, la Turquie sait très bien que ses alliés de l'OTAN ne sont absolument pas prêts à la suivre s'il s'agit de jouer le jeu de la surenchère et de la provocation militaire. Donc je ne le crois pas. Donc il y aura quoi comme conséquence ? Pas grand-chose. C'est une façon encore une fois de montrer ses muscles et on va passer à autre chose ? Non, je crois qu'il y aura des conséquences sur la manière dont la frontière entre l'OTAN et entre la Turquie et la Syrie est gérée, et je crois qu'on va essayer de mettre en place des procédures de coordination avec les forces russes. C'est d'ailleurs ce que souhaite la France, qu'il y ait des procédures de coordination entre les opérations russes et les opérations des pays occidentaux. Donc d'un mal sortira peut-être un bien. On va peut-être justement mettre davantage en place ces procédures de coordination militaire. Isabelle Mirocha, vous avez entendu parler de la Turquie, de son rapport avec les Kurdes. La Turquie profite-t-elle de la situation pour régler son problème kurde en toute discrétion ? Tout à fait, c'est bien ce qu'on lui reproche, à savoir qu'elle a son propre agenda national qui ne coïncide que partiellement avec le nôtre.
Et François Hollande, avec son petit sac qui fait le tour du monde pour essayer de créer une coalition, ça, faut arrêter d'y croire ou pas, honnêtement? Non, je crois qu'il a raison de mobiliser directement, j'allais dire presque d'homme à homme, les pays les uns après les autres. Mais cet incident nous montre encore une fois que derrière un grand consensus de façade contre Daesh, il y a beaucoup de pays qui jouent des partitions différentes. Je crois qu'on peut dire que la France, les États-Unis et quelques Européens sont véritablement dans le même bateau, que la Russie a partiellement un agenda, des intérêts qui coïncident avec les nôtres, et que pour la Turquie, c'est aussi vrai, mais de l'autre côté, à savoir que ses intérêts ne coïncident que partiellement avec les nôtres. On peut avoir des coordinations militaires, c'est pas vraiment une grande coalition politique, en tout cas, c'est certainement pas une grande alliance politique. On a envie de se dire que des choses ont changé depuis les attentats du 13 novembre dans la façon d'attaquer Daesh en Syrie et en Irak. C'est la vérité ou pas? Oui, c'est vrai. Première chose, les Russes qui ne faisaient que 5% de bombardements contre Daesh, maintenant font à peu près 10, 15, 20%. D'ailleurs, de manière parfois... 10, 15, 20% seulement contre Daesh? Oui, tout à fait. Mais j'allais dire, c'est déjà un progrès. Et attendez, c'est 10, 15, 20% de l'ensemble de la coalition? Non. Non, le reste, c'est sur les opposants à Bachar? Tout à fait. Mais ouais. c'est déjà un petit progrès, c'est déjà ça. Le problème, c'est qu'ils le font de manière totalement indiscriminée et meurtrière. Ils se moquent totalement de savoir s'ils bombardent un hôpital ou pas lorsqu'ils vont taper sur une cible Daesh. Donc ça, c'est un premier changement. Deuxième changement, bien sûr, l'accélération du tempo des frappes françaises. Et je crois que François Hollande va revenir avec dans sa sacoche, dans sa valise, comme vous disiez, probablement un engagement américain de faire davantage, plus vite, plus fort de la part des Américains en Syrie, alors que jusqu'à présent, il se concentrait surtout sur l'Irak. Et on peut croire en la sincérité de Barack Obama. On a l'impression que quand même depuis des mois, il dit oui, on va s'en occuper. Oui, ça va disparaître et puis pas grand-chose. Barack Obama est un président qui a été élu pour arrêter les guerres et pour se retirer d'Irak. Ce n'est qu'à son corps défendant qu'il n'est revenu en Irak. Mais là, je crois qu'il est véritablement décidé à faire quelque chose parce qu'il n'a pas le choix, parce que la pression internationale est trop forte. Et donc, oui, il va nous aider. Et d'ailleurs, il nous aide déjà en termes de renseignement. Il va aussi probablement ordonner une accélération du tempo des opérations américaines en Syrie. Merci Bruno Tertrais. Rappelons donc que François Hollande verra Angela Merkel aujourd'hui et qu'il ira voir à Moscou Vladimir Poutine demain. Je rappelle que vous êtes l'auteur d'un Que sais-je sur la guerre qui est publié aux éditions PUF. Notez qu'à 8h20, Jean-Pierre Elkabbach recevra l'ambassadeur de Russie Alexandre Orlov pour son interview politique. Merci, bonne journée.